Salut! Ça va? Salut! Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'enregistrement. Ça fait vraiment longtemps, l'été est passé. Les vacances sont finies, alors on se remet au travail. Fait qui qu'on a aujourd'hui? Ben là, on va commencer par remercier le Bureau de la vie étudiante qui nous finance et aussi la Faculté des études supérieures qui nous finance aussi. Et aujourd'hui, on remercie particulièrement le Stella, qui est le Centre de recherche en sciences et technologies du lait, qui présente l'épisode d'aujourd'hui avec Maude Blouin, étudiante, étudiante en sciences des aliments à l'Université Laval, à la maîtrise/doctorat. On va en parler plus tard. On va en parler. Et c'est ça, tu fais partie du Stella, dans le fond? Oui, c'est ça. Ben, tu l'as super bien introduit. Dans le fond, le Centre en recherche sciences et technologies du lait, c'est un centre de recherche, dans le fond, une entité de l'INAF, donc l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels que vous connaissez bien. Ouais, un petit peu. Un petit peu, hein? Un petit peu. Puis, dans le fond, le Centre Stella, il vise vraiment à aller acquérir des connaissances en recherche sur la science du lait. Donc, ça va de la production laitière jusqu'à la valorisation des coproduits de l'industrie. C'est très, très large. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même une bonne équipe. On a une dizaine de chercheurs, environ une vingtaine de professionnels de recherche, puis 80 étudiants gradués. Wow! Maîtrise doc. Puis, il y en a là-dedans qui font des passages intégrés, mais bon. C'est ça, c'est un super beau centre de recherche. Dans le fond, on a des professeurs là, vraiment experts dans différents domaines. Donc, on a nutrition, la génétique animale, la reproduction, tout ce qui est transformation du lait, donc expertise en technologie fromagère, la production du beurre, tout ça, les analyses aussi en arrière de tous ces produits-là. Puis la valorisation des coproduits, justement, en économie circulaire. Qu'est-ce qu'on fait avec les coproduits du lait? C'est ça. On a accès à vraiment des super belles personnes, des super têtes chercheuses. Puis, pour faire ces analyses-là, ces projets-là, on a accès à un super beau partenaire, le CRISAD, donc le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault, qui est un peu comme une ferme expérimentale. Donc, dans le cadre, mettons, de mon projet, on a le troupeau, une partie, en fait, du troupeau de vaches laitières qu'on utilise du CRISAD pour faire le projet, mais il y a vraiment plusieurs animaux là, disponibles. Puis, à même le pavillon Paul Comtois à l'université, le petit pavillon lait en béton. On a des super belles installations. Là. On a un laboratoire pilote, donc le LTA, laboratoire en technologie alimentaire, quelque chose comme ça, le LTA. Puis, dans le fond, c'est comme une mini-usine alimentaire. On peut faire pratiquement ce qu'on veut avec les matières premières. Puis on a même une salle dédiée à la fromagerie que je connais très, 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 très bien. On en reparlera. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, on a des laboratoires d'analyse chimique, physico-chimique, avec encore une fois des gens responsables hors pair qui viennent nous aider là, pour nos analyses. Fait que c'est vraiment un beau centre de recherche. Vraiment. Ouais. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, gens qui écoutent le podcast, vous pouvez toujours aller voir le site web. Oui, c'est ça. Sur le site de l'INAF, il y a le site du centre... Le site du centre Stella. Puis, contactez directement les chercheurs si vous êtes intéressés. Ils sont toujours prêts à aller chercher du financement pour des étudiants passionnés, intéressés par le lait. Cool, yes. Fait que... Toi, ton projet, justement, c'est sur la production fromagère. Yes! Dans le fond, c'est un super gros projet qui implique beaucoup de gens. Dans le fond, ce qu'on vient voir, c'est les effets de la supplémentation en gras chez la vache laitière sur le procédé fromager. Ce qu'on vient faire, en fait, c'est qu'on vient collaborer avec les gens de sciences animales. Donc, j'ai une collègue, Myriam Landry, au doctorat en sciences animales, qui, elle, vient vraiment voir, OK, quand tu supplémentes ta vache en gras, qu'est-ce que ça fait sur la production du lait? Puis après ça, on amène le lait du CRISAD jusqu'au laboratoire pilote. Puis là, il y a moi puis d'autres personnes, dont encore une fois Myriam, qui vient transformer le lait en beurre, en fromage. Puis là, on vient voir, OK, le lait, qu'est-ce que ça fait avec tout ça? Fait que ça, c'est un gros résumé. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, comment ça fonctionne, la production laitière, j'imagine qu'on peut aller vers ça. Donc, dans le fond, la vache laitière Holstein, la fameuse vache noire et blanche qu'on connaît, qu'on voit un peu partout dans les champs au Québec, au Canada et dans le monde, c'est des athlètes, c'est des machines. Vous allez plus le voir de la même façon, je pense, une fois qu'on va avoir terminé l'épisode. Là. Une vache laitière, ça produit en moyenne 50 kilos ou 50 litres de lait par jour. Par jour! Par jour! C'est beaucoup de cartons de lait. C'est ça, c'est beaucoup de lait. Puis, une production de lait chez la vache laitière, c'est un peu comme un cycle. En fait, c'est un cycle qu'on appelle le cycle de lactation. Ça commence avec la naissance du veau. S'il n'y a pas de naissance de veau, il n'y a pas de lait. Là. C'est un peu comme vous et moi, on ne produit pas de lait en ce moment parce qu'on n'a pas de bébé à allaiter. Ça va changer le jour si on a des enfants. C'est vrai. Donc,
C'est ça. Donc, au début de la lactation, après la naissance du veau, il y a vraiment un pic de production de lait qui se voit chez la vache. Puis après ça va tranquillement, avec le temps, réduire jusqu'au tarissement qu'on appelle, donc jusqu'au moment où elle ne produit plus de lait. Puis là, ça recommence avec la naissance du prochain veau et ainsi de suite. Donc, pour comparer un peu avec, encore une fois, la mère, une femme enceinte qui vient d'accoucher, pour ceux qui l'ont déjà vu, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, les filles, mais c'est sûr que parmi vos auditeurs, il y a des gens qui ont déjà vu une femme enceinte après accouchement. C'est fatigué. Parce que, déjà, en tant qu'être humain, on a un métabolisme qui demande de l'énergie, qu'on vient donner de l'énergie via notre alimentation. Mais quand tu viens ajouter la production de lait à ça, bien là, c'est une demande énergétique supplémentaire. Donc, la mère va être extrêmement fatiguée. Moi, je l'ai vu avec ma sœur, sans rancune, Audrey. Elle était fatiguée après la naissance du bébé et c'est normal. Mais chez la vache laitière, c'est exactement la même chose. C'est un mammifère qui produit du lait. Donc, quand tu viens ajouter un veau, donc la production de lait, bien, elle est fatiguée. Ça crée un déficit énergétique. Ce qui vient baisser la production du lait, ça peut venir baisser la teneur en gras et en protéines de ton lait. Mais la différence avec la mère, bien, le lait de la mère, c'est pas utilisé pour faire du fromage, pour faire de la crème glacée ou pour faire du lait. Il pourrait. On pourrait, si on voulait faire des fermes de femmes enceintes. Je pense pas que ce serait bien vu utilement parlant. Là. On ferme le dossier, puis on continue. On continue sur la vache laitière. Pardon. OK, dérapage ici. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'on fait, là, justement, donc la vache laitière subit un déficit énergétique, puis pour combler ce déficit-là, on va venir la supplémenter, notamment en gras. Pourquoi le gras? Parce qu'on pourrait y donner du sucre, on pourrait y donner toutes sortes de choses. Le gras, c'est une source d'énergie rapidement assimilable par l'animal. Donc, c'est une voie assez facile, si on veut, pour simplifier les choses, pour venir combler le déficit énergétique. L'affaire, c'est que aussi, pourquoi on fait ça, c'est qu'en tant que consommateur, je sais pas, c'est sûr, vous l'avez déjà expérimenté, tout le monde, vous essayez un nouveau produit, vous essayez un nouveau fromage, vous le goûtez, vous êtes comme « Oh, wow, c'est bon ce fromage-là ». Bien, la prochaine fois que vous allez acheter le fromage, là, vous allez avoir des attentes parce que le dernier fromage, il goûtait un peu le beurre, il y avait une texture un peu ferme, un peu friable, etc. C'est censé goûter la même chose. Ouais. C'est ça. Mais le fromage, il est fait à partir d'une matière première extrêmement variable, qui est le lait. Donc là, je parle par exemple de l'alimentation avec le cycle de lactation, mais il y a dans la littérature de la recherche qui s'est faite beaucoup sur qu'est-ce qui fait varier la composition du lait. Donc, on a l'alimentation qui joue, le stade de lactation, donc c'était au début, à la moitié, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais avec ta vache? Est-ce qu'elle est à l'extérieur ou pas? Est-ce qu'elle mange de l'herbe, du foin, du trèfle? Ça vient affecter. La fréquence de traite, mais il y a même des études sur la génétique même de la vache qui vient affecter la composition du lait. Il y a une variation saisonnière. Donc, ça, c'est de nombreux exemples pour vous dire que le lait, bien, ça change. Fait qu'au final, si tu fais toujours le même procédé avec un lait qui varie, bien, ton fromage, il va pas être la même chose. Mais le consommateur va dire « Hey, mon fromage, il goûte plus la même chose, ça fonctionne pas, il va avoir des plaintes. » Donc, on essaie de trouver en recherche des alternatives pour venir standardiser un peu ce qui se passe dans le procédé fromager. Et puis, justement, la supplémentation en gras, bien, ça vient jouer justement sur les propriétés des procédés fromagers. Puis, on veut voir cet effet-là sur, en fait, l'effet de cette pratique-là à la ferme. Qu'est-ce que ça fait dans le procédé? Puis, pourquoi il est né, ce projet-là? En fait, on revient là, à environ il y a 2 ans, là, en pleine pandémie. Il y a eu des plaintes consommateurs comme quoi le beurre serait plus dur à température pièce. Puis là, c'est correct de faire des plaintes. Là, si vous attendez à ce que votre beurre soit telle texture puis qu'il ne l'est pas, c'est correct de faire des plaintes. Mais ça l'a mené à se poser des questions sur, OK, bien, pourquoi il est plus dur? Qu'est-ce qui a amené à faire ça? C'est pas la pandémie qui fait... Non, c'est ça. C'est pas la COVID là, qui est venue jouer dans ton lait. Là. La COVID fait que le beurre est plus dur. La COVID a le dos large, mais pas à ce point-là. Là. Exactement. Donc, on est venu, c'est ça, se poser des questions. Puis, ça l'a mené jusqu'à la supplémentation en gras saturé chez la vache laitière. Pourquoi en gras saturé? Bien, c'est tout simplement, on en entend parler, là, le lait, ou les produits laitiers, ce sont des aliments qui sont riches en gras saturés. Et ça se fait naturellement chez la vache laitière. Là. Il y a plus de 400 acides gras différents dans le lait. C'est beaucoup de composants. Oh, wow. Mais c'est ça, il y a une grande majorité naturellement que ce sont des acides gras saturés. On vient supplémenter en gras.
c'est une option parmi plusieurs pratiques, comme je l'ai expliqué, le pâturage, la fréquence de traite. Et puis, nous, dans le cadre du projet, ce qu'on vient donner aux vaches, c'est de l'acide palmitique. Faut défaire le lien, là. J'ai dit palmitique, puis je suis sûre qu'il y a déjà des auditeurs, ça sonne une cloche, l'huile de palme. C'est pas de l'huile de palme qui est donnée aux vaches. Il faut vraiment faire la distinction, là. Il y a un petit souci de communication ici. L'huile de palme n'égale... Ça peut avoir... c'est riche en acide palmitique, mais acide palmitique n'égale pas l'huile de palme. On le retrouve dans ton... Partout. On le retrouve partout. Partout. Si vous allez dans n'importe quelle formulation alimentaire ou presque, vous allez voir de l'huile de palme ou quelque chose comme ça. Mais dans le cas de la vache laitière, l'acide palmitique est déjà là. Ça s'appelle comme ça, l'acide gras. C'est de l'acide palmitique. Mais c'est ça. Donc, il est présent naturellement en majorité. C'est l'acide gras principal du lait qui, en plus, est saturé. Donc, ça ne joue pas en sa faveur là, au niveau réputation nutritionnelle. Donc, c'est ça. Donc, on a vraiment eu un intérêt d'aller étudier, quand tu viens ajouter de l'acide palmitique, comment ça affecte le profil gras de ton lait, donc le profil d'acide gras qu'on appelle. Et en venant jouer sur ce profil d'acide gras dans ton lait, tu as un peu plus d'acide gras saturé, un peu plus d'acide palmitique. Qu'est-ce que ça vient changer en termes de procédé? Donc, est-ce que je suis capable de faire un peu plus de fromage? Est-ce que j'ai plus de gras ou est-ce que j'en perds plus? Même chose pour les protéines. Et surtout, qu'est-ce qui se passe en affinage avec mon fromage? Il y a vraiment une super belle évolution qui se fait dans les fromages avec le temps. Et on se demandait, est-ce que le profil d'acide gras peut venir jouer? Et puis, on a vu dans la littérature que oui, il y a des effets qui se font avec le profil d'acide gras quand tu viens jouer là-dessus. Donc, nous, on voulait vraiment voir quand tu cibles l'acide palmitique, qu'est-ce que ça fait? Et en gros, c'est pas mal ça. Et puis, c'est ça. Donc, on a 3 grandes phases là, dans le projet. La première, on est venu, comme je l'ai dit, étudier l'ajout d'acide palmitique à l'alimentation de la vache. Puis, juste pour faire une petite parenthèse, là, on est toujours avec des vaches en début de lactation. Donc, il y a vraiment ça qui ne change pas parce que ça donne rien de donner... pas que ça donne rien. Pour les producteurs laitiers, c'est quand même une alternative qui coûte cher de donner des suppléments en acide gras à la vache. Déjà que... Ça coûte combien? T'as-tu une estimation à nous donner? J'ai pas de prix. Ce que je peux vous dire, c'est que les producteurs laitiers, c'est déjà des gens qui c'est pas les plus riches de la planète parce qu'il faut qu'ils tiennent un champ agricole, des vaches, il faut qu'ils payent leur quota de produits. La main-d'œuvre, si en ont besoin. Puis... C'est ça, tu sais, c'est quand même très, très exigeant. Donc, de venir ajouter un ingrédient, un intrant sur leur ferme, c'est quelque chose qui coûte très, très cher. Donc, ils vont venir supplémenter la vache laitière uniquement quand c'est nécessaire, quand ils voient que le déficit énergétique peut venir causer des problèmes de santé. Donc, c'est une question aussi de bien-être animal dans tout ça. Donc, il n'y a pas vraiment un souci de quand tu es en mi-lactation, de donner quand ta production est stable, par exemple, de venir donner un supplément à ta vache, ça donne pas nécessairement grand-chose. Donc, ils vont vraiment cibler là, qu'est-ce qu'ils vont donner aux vaches en fonction de leurs besoins. Mais je fais une parenthèse. Oui. Pour ton projet, justement, vous utilisez ce lait-là, mais fait que vous avez juste du lait de début de lactation que vous utilisez. Oui, exactement. Mais justement, si, mettons, vous utilisez du lait de fin de lactation, ça ferait une variable supplémentaire, en fait, à analyser? Oui, exactement. Fait que c'est mieux pour vous, finalement, que ce soit bien défini, la période. Oui, c'est ça. Okay. C'est la période cible pour laquelle on va venir donner un supplément. Tu sais, on veut faire un projet qui est représentatif de la réalité. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi les vaches en début de lactation. Fin de lactation, souvent, c'est des vaches qui sont un peu vers le tarissement. Donc, on va aller voir, OK, est-ce que... j'extrapole sur des idées de projet, mais est-ce que de venir peut-être donner certains suppléments peut venir aider à étirer ta production de lait? Parce que c'est des choses qui se font. Préparer pour la prochaine lactation, c'est ça. Tout ça. Parce qu'il faut aussi que la vache soit inséminée. Là. Il y a tout un procédé là, qui se fait au niveau de la lactation, puis de toujours s'assurer qu'on a des vaches en lactation, de respecter le temps de tarissement, tout ça. C'est vraiment toute une belle gamique qui se fait là, sur un C'est de la gestion juste... C'est de la gestion, puis tu sais, il n'y a pas un producteur qui a une vache. Non, c'est ça, oui. c'est pas rentable comme entreprise, là. C'est ça, souvent aussi, c'est pas nécessairement toutes les vaches qui sont en lactation en même temps, donc c'est de gérer tout ça en même temps.
Donc, nous, on est venu cibler le début de lactation, mais il y a vraiment là, des périodes cibles pour lesquelles on va venir choisir certains projets de recherche, par exemple. Donc, c'est ça. Donc, dans le cadre du projet, comme je disais, on a eu notre première phase qu'on est venu cibler l'acide palmitique, puis on est venu voir s'il y avait une interaction avec la fréquence de traite. Donc, de venir traire ta vache 3 fois par jour au lieu de 2 fois. Okay. Qu'est-ce que ça vient changer au niveau de ta production, puis encore une fois, du procédé. L'année passée, on a fait une alternance, en fait, entre les... on est venu étudier différents suppléments, en fait. Donc, on a eu un traitement à contrôle, on a eu l'acide palmitique, puis on a eu un supplément en huile de soya. L'huile de soya, c'est riche en acides gras insaturés. Donc, ce qu'on voulait venir comparer, c'est, OK, bien, tu supplémentes, en fait, tu enrichis ton profil d'acide gras en acide palmitique ou en acide gras insaturé. Qu'est-ce que ça vient changer? Surtout, dans ce cas-ci, c'était en affinage là, qu'on était intéressé, mais sur ton procédé. Puis là, bien, cet automne, il y a une troisième phase là, qui se met en branle à partir de... On a notre production test la semaine prochaine. Puis on a une rencontre. Là, j'aimerais ça vous dire en détail, mais la rencontre est vendredi. Donc, je sais pas les détails de ce qui va se passer à la ferme, mais vous voyez les gamiques, là, c'est un peu la même chose qu'on va venir jouer sur la composition du lait. Fort probable au niveau du gras, encore une fois, là, puis venir voir là, qu'est-ce qu'on est capable de faire en termes de fromage. Mais comment ils supplémentent? Comme ils ajoutent une petite poudre? En fait, c'est le supplément d'acide palmitique, il y a différentes façons de le faire. Celui qu'on donne, c'est comme une petite poudre blanche, en fait. C'est un supplément de gras. Il y a 99 de gras à l'intérieur de cette poudre-là, dont 80 et quelques pourcents. Là, je pense que c'est autour du 85 d'acide palmitique. Okay. Donc, tu as ta diète normale, qui est souvent de l'ensilage de foin, dans notre cas, puis tu as toutes sortes de suppléments minéraux X, Y, Z. Puis là, on vient ajouter cette petite poudre-là qui, au niveau, c'est, si je me trompe pas, c'est 2,5 de la matière sèche ingérée. Donc, si, par exemple, la vache va prendre, je dis moi, 100... Quand même. Oui, c'est ça. C'est quand même beaucoup. On s'entend qu'une vache laitière, c'est quand même un gros animal, là. Fait que si tu veux un effet... T'ajustes en conséquence. Oui, c'est sûr. Okay. C'est un peu en proportion, dans le sens que, tu sais, si t'as une vache qui mange moins que l'autre... C'est une variable dans notre procédé. Ouais, c'est dans notre étude, la fameuse équation statistique, là, il y a plusieurs petites variables qui peuvent nous faire changer. Donc, dans notre cas, on avait ces 2 vaches par traitement. Dans ce cas-là, admettons que je donne l'exemple qu'on avait contrôle, l'huile de soya, acide palmitique, c'était 6 vaches impliquées sur 5 périodes de temps de 21 jours. Donc, à chaque 21 jours, les 2 vaches s'alternaient. Donc, les 6 vaches, au final, ont eu les traitements différents, mais chacune des vaches ont leur petit facteur de variabilité. Oui, c'est ça. Tu sais, ça se peut que toi, tu te lèves un matin et tu n'as pas faim. Tu ne peux pas la forcer à manger. Non, c'est ça. Tu sais, tu vas lui donner sa nourriture, puis tu n'arrives pas avec un entonnoir. Let's go, mange-le. Tu sais, c'est pas... Avez-vous vu des préférences? J'ai pas les données. Il faudrait que ma collègue Myriam Landry, peut-être, vienne discuter, si ça lui tente. Mais moi, j'ai pas été voir les vaches parce que j'étais trop occupée en fromagerie, malheureusement. Mais je pourrais pas dire, j'ose pas avancer, là. C'est bon. Ben, au pire, on regardera pour peut-être... Ça goûte meilleur. C'est ça. Ben oui, mais c'est ça que je me dis, poudre. Les animaux ont des préférences alimentaires. Fait que... Mais ce que j'ai vu dans la littérature, c'est que ça l'affecte pas nécessairement, on appelle ça le dry matter intake, donc l'ingestion de matière solide, en fait. Puis, de manière générale, avec cette supplémentation-là, ils n'ont pas vu de différence sur la quantité ingérée. Fait que, c'est sûr qu'il y a des petites variations, là, mais il n'y avait pas d'effet significatif. Donc, puis, ils n'ont pas vu la vache, elle regarde sa bouffe, puis... ben, c'est ma même moulée de mange, Puis, de mémoire, le supplément d'acide palmitique, il n'y a pas nécessairement un goût particulier, là. Donc, la vache va pas nécessairement avoir la différence. Okay. Puis, c'est tout mélangé, là. C'est pas... t'as ton ensilage, puis flop, je mets la petite poudre par-dessus, là. Le petit saupoudré, là. Non, c'est ça. C'est vraiment tout un beau mélange qui se fait qu'on donne aux vaches, là. Comment tu passes du lait au fromage? Est-ce que tu peux nous expliquer le processus de fabrication? Oui, ça, c'est toute une magie. J'ai 3 pages de notes là-dessus. Dans le fond, là, le procédé fromager, il y a une recette de base un peu comme quand on veut faire un gâteau. Tu as besoin de farine, tu as besoin d'œufs, tu as besoin d'eau. Dépendamment du type de gâteau que tu veux faire, tu vas venir ajuster tes ingrédients puis ton procédé. Le fromage, c'est un peu la même chose, dans le sens qu'on a 4 grandes étapes. Tu as la préparation chimique, microbiologique du lait, tu as la coagulation,
tu as l'égouttage, puis l'affinage. Au niveau de la préparation chimique, microbiologique, puis quand on se dit chimique, c'est pas qu'on ajoute des produits chimiques dedans. C'est au niveau, là, par exemple, est-ce qu'on veut standardiser la composition? Comme nous, dans le cadre du projet, on l'a fait parce que sinon, comme je vous ai expliqué, il y a une grande variabilité au niveau de la composition du lait. Donc, tu vas venir standardiser au niveau de tes protéines, de ton gras, même de tes caséines, qui sont les principales là, protéines du lait. Tu peux venir jouer un peu là-dessus. En fonction de la composition de fromage que tu veux à la fin, tu établis des cibles de standardisation qu'on appelle, avec mon directeur qui a fait une super belle matrice mathématique là-dessus. Moi, j'ai juste à rentrer mes chiffres, mes cibles, puis tout se fait tout seul. C'est fantastique. Donc, c'est ça, tu viens préparer chimiquement ton lait. Tu peux le pasteuriser ou pas, là, comme on a parlé. Tu peux faire des fromages de lait cru qui sont un peu plus complexes, disons, mais ça se fait. Tu peux aussi venir thermiser ton lait. Donc, c'est une alternative, là, un chauffage un peu moins intense, un peu moins long, ce qui fait que tu vas venir gérer un peu ta flore microbienne dans ton lait. Et puis, tu peux écrémer, tu peux homogénéiser ton lait. Donc, tu vas venir réduire la taille de tes particules de gras. Pour les fromages bleus, en fait, c'est ça souvent qui est fait. Ce qui donne l'aspect vraiment très blanc, crémeux. C'est juste le passage à l'homogénéisateur qui fait en sorte que tes petits globules sont plus petits. C'est fantastique. Donc, c'est ça. Puis, au niveau microbiologique, ben c'est de l'ajout des ferments qu'on appelle. Donc, au niveau microbiologique, tu as une gamme infinie. Là. Faites un arc-en-ciel, je sais pas. C'est votre imaginaire. On va mettre une animation mammée d'arc-en-ciel. Mais vous pensez à un fromage en particulier, un cheddar vieilli, un fromage suisse, qui a les petites ouvertures qu'on appelle propioniques à l'intérieur, bien ça, ce sont des bactéries qui viennent jouer en affinage pour former ces ouvertures-là. Donc, il y a vraiment une belle gamme de bactéries, levures, moisissures qu'on peut ajouter. Puis quand je dis moisissures, c'est pas celle qu'on retrouve en arrière des murs après une infiltration d'eau. Le moisi noir, le beau moisi dégueulasse, là. Bien, il y en a qui trouvent ça dégueulasse s'ils vont en France, les fromages toutes sortes de couleurs. Mais ce sont des bonnes moisissures, là. Il y a pas de... S'ils sont là, c'est parce que vous pouvez techniquement les manger, ou si vous pouvez pas les manger, on va vous le dire. C'est pas la petite mousse verte, c'est ton pain que t'as oublié. Non. Je vous le conseille pas, en tout cas, de mettre ça dans votre lait, là, si vous voulez l'essayer. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est la première grande étape que, comme vous voyez, on a déjà une bonne diversité de ce qu'on peut faire. Après ça, comme je disais, on a la coagulation du lait. Donc, c'est en fait de faire cailler ton lait. Voilà, ça a l'air appétissant, dit comme ça. Mais c'est ça, c'est qu'on forme un gel, dans le fond, avec les protéines laitières. Comme j'ai mentionné, là, il y a les caséines, qui sont 80% environ, là, en moyenne, des protéines du lait. On a la déstabilisation enzymatique. Donc, ce qu'on vient faire, c'est ajouter un coagulant qu'on appelle souvent la présure, qui provient d'origines diverses, encore une fois. Souvent, ce qui est utilisé, c'est la caillette de veau, donc ce qui est dans le, je sais plus quel intestin, l'estomac du veau, parce qu'il y en a 4. Mais c'est à l'intérieur de cet estomac-là que provient l'enzyme en question. C'est une solution, là, c'est fermenté, tout ça. Ils utilisent la solution, on ajoute ça au lait en très, très infime quantité. Là, on parle de millilitres dans des kilos de lait. Là. Puis ça... C'est efficace. Oui, très efficace. Puis ce que ça vient faire, en fait, la présure, faut voir ça un peu comme une paire de ciseaux. Puis votre caséine, en fait, qui est une micelle, c'est comme une petite boule de laine. Puis il y a plusieurs caséines là, qui ont été identifiées. Donc, imaginez, là, c'est plein de petits fils de laine qui forment une boule ensemble. Puis ta paire de ciseaux, ta présure va venir couper un endroit précis sur un de tes fils qu'on appelle la kappa-caséine. Et puis ça va tout déstabiliser ton réseau de ta micelle. Et ça va créer 2 molécules, la paracaséine ou paracaséinate selon la source que tu regardes, puis le caséinomacropéptide, qui, lui, va être perdu dans le lactosérum, donc le liquide, le coproduit de la fabrication fromagère. Et le paracaséinate, c'est lui qui va venir, en fait, s'agréger. Toutes ces petites molécules-là de paracaséinate s'agrègent ensemble, forment un gel, et ça fait ton fromage, au final. Fait que c'est ça qui fait que ça devient solide. C'est ça qui fait que ça devient solide. Et c'est la magie derrière, là. Si vous voulez voir la magie qui se passe, écrivez sur YouTube coagulation par présure, coagulation enzymatique lait. Vous allez voir, tu as un lait liquide. Puis là, au moment du temps de prise, tu as vraiment un changement de viscosité. Tu mets une petite cuillère, puis tu vois que ton lait, il fait juste un peu
coller dessus. Tu vois vraiment un beau changement de viscosité. Puis après ça, au moment de la coupe, tu viens brasser ça. C'est un peu comme un yogourt que tu viens brasser, relativement ferme, là. Puis là, tu vois tous tes cubes se former dans ta cuve. Moi, je trouve ça... C'est magnifique. Là, pour moi, c'est le petit moment magique de ma journée. Je me dis, oh yes, ça a marché. Enfin, une expérience qui fonctionne. Ouais. Puis c'est ça. Donc, c'est vraiment la belle magie qui se passe. Donc, ça, c'est une des méthodes. On a la déstabilisation acide. Donc, encore une fois, avec les micelles de caséine qui ont des charges négatives. Donc, c'est une boule avec plein de petits moins, un peu comme un aimant. Et les micelles se repoussent entre elles. Donc, deux aimants, vous essayez de coller ensemble, ça ne fonctionne pas. C'est la même chose. Puis là, en ajoutant de l'acide, souvent, c'est de l'acide lactique qui est utilisé parce que c'est présent dans le lait. On va venir neutraliser ces charges-là puis former des agrégats, encore une fois, de caséine. Ça fait un peu... en fait, ça fait un fromage qui est plus friable, qui est un peu plus smooth qu'un gel par voie enzymatique. Et tartinable, un peu comme une bûchette de chèvre. Je sais pas si vous avez déjà mangé ça. Non. Non. Non, je suis désolée. Non, j'ai pas la référence. Ah, ben dans le fond, c'est comme... c'est ça, c'est une petite... c'est une petite bûchette, là, que tu peux comme, acheter à l'épicerie. Et tu tranches ton couteau dedans, puis ça t'est fait toute seule. T'étends ça sur ta tranche de pain, là, presque comme du beurre. Ben, c'était ça ma question. C'est quoi la différence entre les fromages à pâte ferme versus à pâte plus molle? Ça s'en vient. Excuse-moi, je vais te laisser. Mais non, c'est pas grave. Mais non, mais c'est parce que il y a tellement de choses qui viennent faire varier ton procédé. Mais justement, là, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui vient changer entre un fromage à pâte molle, par exemple, un brie d'un cheddar qui est plus ferme? Ouais. C'est tout simplement au niveau du moment de la coupe. Par exemple, comme j'expliquais avec le gel enzymatique, tu viens mettre ta présure, tu déstabilises, puis là, tu vois que ça prend, bien là, t'attends. Et le moment qu'il t'attend, bien ton gel, il va se raffermir de plus en plus. Si tu veux un cahier ferme, tu vas couper mou, tu vas couper ton gel vraiment mou. Et à l'inverse, si tu veux un fromage mou, tu vas couper quand ton cahier il est ferme. Parce que ce que ça va te permettre de faire, par exemple, pour un fromage mou, quand tu coupes plus ferme, bien, ton réseau protéique est plus fort, donc c'est plus difficile d'expulser de lactosérum. Tu vas garder beaucoup d'humidité à l'intérieur. Puis avec l'affinage, bien là, il va y avoir... Ça faisait pas de sens, mais là, ça moi fait aussi, du sens. Oui, je sais. La ferme, quand tu veux ferme, tu coupes mou. Exactement. C'est comme c'est une relation inverse, en fait. Puis je te dirais que la première fois que mon directeur dit ça en cours, t'es comme... Ouais, c'est bien. Hein? Monsieur, vous avez fait une erreur. De quoi tu jases? Puis finalement, ben, quand tu y penses, ça fait du sens parce que, chimiquement parlant, si tu veux un fromage plus mou, tu as besoin de plus d'humidité, ce qui va permettre aussi, c'est ça, avec un peu d'affinage, de permettre la structure de se ramollir un peu. Fait que c'est tout simplement, c'est un élément très important. Puis c'est ça là, vers quoi je m'en allais, c'est que le moment de coupe dans un procédé fromager, c'est la clé. Puis c'est ça qui est un peu difficile dans le cadre du projet. Ben, en fait, oui, c'est ça. C'est un défi dans le cadre du projet de toujours couper à fermeté égale. Tu sais, moi, je regarde mon cahier puis je me dis, ah oui, c'est ferme, c'est prêt à être coupé. Tu sais, ma deuxième cuve après ça, parce qu'on fait les 3 fromages en même temps, tu sais. Ah ouais? Ouais, on fait les 3 fromages en même temps. Puis la journée de standardisation, l'année passée, on avait 5 laits différents. Tu standardises tes 5 laits. C'est des grosses journées de travail. Mais c'est vraiment... c'est fascinant de voir à chaque fois ma petite cuve là, devenir un fromage. Mais c'est ça. Donc, il fallait toujours couper à fermeté égale. Ouais. Puis, pour justement avoir les mêmes propriétés dans le fromage à la fin. Donc, c'est ça. Le moment de coupe, c'est vraiment la clé au niveau du procédé fromager. Puis c'est ça. Donc, on avait la coagulation de ton lait, le moment magique. Puis après ça, tu as l'égouttage. Donc, comme je viens de dire, la coupe, c'est super important. Mais après ça, pour expulser ton lactosérum, tu as vraiment plusieurs leviers que tu peux utiliser. Donc, on va brasser, on va chauffer. La vitesse de brassage, le temps de brassage est important. La température à laquelle tu chauffes. Est-ce que tu chauffes beaucoup ou pas, longtemps ou pas? Est-ce que tu viens retirer du lactosérum pour ajouter de l'eau chaude, ce qu'on appelle du délactosage, pour pas que tu aies trop d'acidification par après? Okay. Parce que le lactose, c'est le sucre qui est principalement présent dans le lait et qui est utilisé par après en affinage par tes bactéries. Est-ce que après ça, tu viens appliquer une pression sur ton cahier ou pas? Quelle pression tu viens appliquer? Parce que plus tu
pousses fort sur ton fromage, mais plus tu vas forcer l'expulsion du lactosérum pour venir jouer un peu sur l'humidité, comme je parlais tantôt. Donc, il y a vraiment plusieurs moyens. Puis, il y a même le salage qui est considéré comme... Oui, c'est ça, comme un moyen pour retirer du lactosérum. Puis le salage, ben tu peux faire un salage à sec. Donc, tu prends tes grains de sel, puis là, tu garoches ça sur ton cahier, tu mélanges ça, ça fait ton fromage salé. Ou tu peux, ce qu'on appelle aussi saumurer. Donc, c'est une solution saturée en sel. La saumure, tu plonges ton fromage dedans et tu attends qu'il y ait une migration de sel qui se fait dans ta pâte. C'est juste ça, c'est beaucoup. Ouais, c'est ça. La personne qui a pensé à ça, la première personne s'est dit « Hey, j'essaye de quoi la avec première du personne lait. qui a fait du fromage. Ah, la Clairement, elle première a fait. personne, je pense, si je me souviens bien, c'est au niveau des Égyptiens qui prenaient des contenants c'était-tu en cuivre? Je ne sais plus en quel matériau. Ça remonte à il y a très, très longtemps. Là. Puis on s'entend que c'était pas aussi connu et standardisé qu'aujourd'hui, mais le lait, il était là au soleil, puis il a caillé, puis on fait « Ah! Essayez ça! » Looks tasty. Oui, ben c'est ça que je me demande. Oui, c'est incroyable parce qu'il y a tellement de, comme tu dis, de variables qui peuvent faire changer. Ouais. OK, je fais-tu un cheddar aujourd'hui ou je fais un brie ou je fais un camembert. Tu sais, un brie puis un camembert, il n'y a pas tant de différence que ça quand tu y penses entre les deux procédés. C'est des petites variabilités, tes petits ferments que tu vas venir ou tes conditions d'affinage. Est-ce que tu vas être à plus haute, plus basse température? Est-ce que tu vas être humide ou pas? Est-ce que tu vas affiner sous vide ou pas? Il y a vraiment... Tu sais, comme je disais, là, c'est une recette de base, c'est tes 4 grandes étapes, mais après ça, c'est un arbre de 2500 ans avec plusieurs branches infinies. Là. Mm-hmm. Donc, j'ai pas le nombre statistique exact, là, mais le nombre de combinaisons possibles en fromagerie, je veux pas dire illimité, parce que je le sais pas, là, mais c'est ça, il est énorme. Là. Mais ça fait en sorte que quand tu es capable, comme dans le projet, de faire... On avait 5 périodes avec 3 fromages à chaque fois à faire. Quand tu es capable de faire 5 fois la même chose, puis d'arriver à une composition similaire dans tes fromages, j'étais vraiment contente. Là. Tu vois tes données, puis tu es comme « Ah, yes! » T'as pas une bouette à côté d'un bloc, là, tu sais. Non, c'est ça, tu sais. Puis c'est très facile de... Je veux pas dire perdre le contrôle, mais d'avoir tellement de petites variabilités à gauche, à droite. Ouais, que le résultat final est même pas le même. Non, c'est ça. C'est normal. Puis si tu regardais en plus l'effet de supplémentation dans ton lait, ben il faut absolument que ton fromage soit le même pour vraiment comparer juste l'effet de la supplémentation. Parce que les résultats que je vois en affinage sur la texture, ma composition de fromage, moi, je veux relier ça à qu'est-ce que j'ai donné à manger à ma vache. Pas genre, je l'ai fait 2 minutes trop tard dans mon processus. C'est ça. C'est ça, tu sais. Puis bon, un petit exemple, là, l'année passée, ça a été un peu difficile, une expérience difficile avec un stagiaire. Puis il y a un ingrédient qu'on a ajouté, en fait, pour contrôler les bactéries sporulentes, qu'on appelle donc un peu des mauvaises bactéries, si on veut, dans mon lait. On ajoute 0,25 grammes dans 10 kilos de lait. Et cette personne-là a ajouté 25 grammes au lieu de 0,25. C'est comme 100 fois plus. Mon fromage était dégueulasse. Oh mon Dieu! Au début, tu sais, la première journée, tu dis « Ah, OK, tu sais, il y a la même... » un peu. Au début, il y avait la même apparence. Puis dans le fond, l'année passée, c'est qu'on avait une centaine de jours d'affinage au total. Et puis, la première période de 28 jours, c'était elle où il y avait des super belles réactions avec mes bactéries propioniques, justement, pour faire des petites ouvertures. Spoiler, il n'y avait pas d'ouverture dans mes fromages, mais bon, ça, c'est sûr. C'est des choses qui arrivent. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent, mais au moins, ils étaient tous pareils. Tu sais. Sauf celui-là où, après 28 jours, il était tout mou, il se tenait plus. Tu ouvres le sac, ça sent tellement fort le foin. Oui, c'est ça. Fait que j'ai fait des analyses, puis je me suis dit, bon, ben on va l'exclure des analyses statistiques, lui, parce qu'il était aucunement représentatif de tous les autres. Mais je me dis, un fromage sur 5 productions sur 15 fromages, c'est vraiment pas la fin du monde. C'est quoi le fromage que tu fais, toi, dans ton projet? La première phase, on a fait du cheddar, donc cheddar classique, là, qu'on connaît partout, là, répandu au Québec. L'année passée, on a fait ce qu'on appelle du Masdam, ce qui est similaire à du fromage suisse ou à du fromage emmental. Donc, on est venu, là, au niveau justement de la préparation microbiologique, ajouter non seulement des ferments lactiques pour venir baisser mon pH dans mon fromage, mais on a mis des ferments propioniques. Donc, c'est des Propionibacterium. En tout cas, Propionibactéries. J'ai un blanc de mémoire sur le nom exact. Mais
ces bactéries-là, en fait, ils viennent utiliser différents composés dans mon lait, comme du gras ou les protéines, puis ils viennent générer, en exemple, de l'acide propionique, qui est, si je ne me trompe pas, un acide gras aussi. Et il vient... Merci. Et il vient produire aussi du CO2, donc le dioxyde de carbone. Et si ta pâte de ton fromage, donc si la structure est suffisamment élastique, bien, le gaz va être retenu et créer ces super belles petites ouvertures rondes qu'on voit là, quand vous allez chez Subway, les tranches de Suisse avec les trous dedans. Ouais. C'est ça. C'est con ce que je veux dire, mais c'est juste une bactérie. Bien, il faut qu'elle fasse sa job, la bactérie, puis il faut que tu lui donnes ce dont elle a besoin. Mais c'est fascinant de voir qu'en 28 jours, tu as un fromage complètement différent du jour 1. Là. Fait que ouais, c'est ça qu'on faisait. Puis pour cet automne, on y va avec quelque chose de très, très simple, c'est-à-dire... je ne sais même pas s'il y a un nom à ce fromage-là, mais on va toujours être à la même température. On coupe à une certaine fermeté qu'on n'a pas établie encore. Puis, on va mouler, on va presser un peu, puis that's it. C'est vraiment simple, pas de bactéries trop compliquées. Mais là, dépendamment de qu'est-ce qu'on va aller chercher à la ferme, on va peut-être aller jouer un peu sur les ferments en affinage, là. Mais sinon, ça va être quelque chose de très, 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 très simple, pour le moins de variabilité possible. Ça va être un fromage inconnu, mais de nature simple. Exactement. Pour justement encore plus réduire la variabilité dans mon procédé. Parce que là, les derniers, bien, le cheddar, tu passes de 32 à 39. L'année passée, on montait jusqu'à 37, mais en ajoutant de l'eau chaude parce qu'on avait du délactosage, comme je disais tantôt. Fait que là, il y avait tout aussi l'aspect de... Il fallait qu'on stérilise de l'eau, il fallait qu'on la maintienne à 55 degrés, pas à 50, à 55. Puis là, on était là avec un cylindre de 500 ml. OK, ajoute 500 ml, mais là, graduellement, pas goutte à goutte, là, mais... Ouais, ça ajoute pas mal de choses à contrôler, là. Fait que c'est ça. Puis considérant qu'on était 2 dans la fromagerie, c'est vraiment beaucoup de choses, là. Fait que, ouais, non, c'était quand même assez complexe, mais on y est arrivé, là. C'était vraiment génial. Fait que cette année, on y va avec le plus simple possible. Mais, fait que pour une phase... Ben, pour le premier fromage, tu as fait du cheddar, après ça, tu as fait le Maasdam. Oui. Mais, en fait, tu compares pas ensemble, tu compares pas le cheddar versus... Non, parce que... Mais comment vous avez pu le faire, en fait, pour changer le fromage? C'est pas moi qui ai décidé. Moi, j'étais en train de rédiger mon premier article, puis là, mon directeur est venu voir, il dit « Hey, il y a une deuxième phase animale cet automne. » J'ai fait « Ah oui! » Puis... Surprise! Oui, puis là, il dit « Hey, puis on va faire un autre fromage. » Ah, surprise! OK, fait que c'est comme genre un autre projet, pas un autre projet, mais genre juste une autre branche qui s'est comme ajoutée, puis... Oui, c'est ça. Ben, moi, je suis sûre que les chercheurs avaient quand même une idée là, qu'il allait avoir plusieurs phases, parce que quand tu fais une demande de subvention, souvent, c'est pour des... Ouais. Il faut que tu dises ce que tu veux faire avec tes subventions. Mais j'étais pas nécessairement au courant qu'il allait avoir 3 phases animales quand j'ai dit oui à la maîtrise. Moi, dans ma tête, j'étais comme « Ah, OK, on fait des productions cet automne, puis... » C'est terminé, je m'en vais. Let's go, tu sais. Puis là, ben, justement, comme en juillet, là, je revenais de congrès, puis là, on a eu la discussion. On dit « Hey, deuxième phase animale cet automne, puis on fait du Maasdam. » Puis là, j'ai fait « Du quoi? » J'avais jamais entendu parler de ça avant. Puis là, ben, finalement, ben, c'est ça qui est le fun. Tu sais, il m'envoie des articles de référence. Puis au final, ben, avec son aide, évidemment, j'ai monté le procédé de fabrication, les fiches de production, les analyses. Wow! Ouais, c'était vraiment... énorme! Oui. mais oui. Pas pour rien que tu continues au doctorat, dans le fond, sur ce projet-là aussi. Là. Ah oui, ça s'est décidé cette semaine. Cette semaine? Ah oui, on est quoi? On est mardi? Donc, ouais, on est mardi? Oui. Donc, c'est décidé hier. Oui, ben je veux dire, ça s'est pas décidé du jour au lendemain comme ça, puis j'ai dit comme « Ah oui, doctorat. » Ça faisait quand même quelques semaines que j'y pensais. Puis j'ai eu une rencontre vendredi dernier avec mon directeur. Puis là, j'ai dit là, il faut qu'on parle de qu'est-ce qui se passe en décembre, parce que ma maîtrise techniquement se termine. Elle est censée finir, puis là, il y a la phase 2, puis là, peut-être une phase 3. Ah, c'était clair. Il y avait une phase 3. Oui. Puis là, j'ai dit, ben là, il faut que je dépose mon mémoire. Mon premier article, OK, est fini, mais il y a encore des corrections, tu sais, à recevoir. Là, ça s'en vient vite, tu sais. Puis là, il dit, ouais, mais tu sais, Maude, le projet, là, si tu veux, tu peux le continuer. J'étais comme, ah. Ouais. Mais en plus, Constant, tu t'es tellement investi, c'est ton projet, là. Oui, c'est rendu ça. là, ouais. C'est rendu projet. Là. Oui, bien, c'est bien que vous me le dites, parce que moi, je suis pas encore rendue là dans ma tête, tu sais. Ça fait 2 ans que je suis là-dedans, puis je me dis, ah oui, je fais le projet. Puis finalement, ben oui,
t'appropries ton projet de recherche. Ben oui. Puis on est beaucoup à travailler là-dessus. Je suis en co-direction avec la science... ma co-directrice en sciences animales. Il y a ma collègue en sciences animales aussi au doctorat. On a eu des stagiaires. Tu sais, normalement, maîtrise, c'est toi, ton directeur, ton projet, puis des fois, des collaborateurs un peu. Là, je commençais mon projet. On était 4 en fromagerie avec des stagiaires. L'année passée, j'ai formé un stagiaire en fromagerie, en analyse au laboratoire. Puis là, les gens, ils venaient me voir et disent « Coudon, fais-tu un doc? » Non. 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 Puis finalement, oui. Mais non, mais tu sais, quand t'aimes ton projet, quand t'aimes ton équipe de recherche, on dirait que ça va tout seul. Puis il y a juste moi qui ne savais pas que j'allais faire un doctorat. Mais tu nous avais dit que tu voulais pas en faire. Ouais, effectivement. Mais ça, c'est avant la réflexion d'il y a quelques semaines. Parce que là, je me dis, bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller est-ce que je vais aller en industrie, travailler pour les géants de ce monde? Les projets qu'ils ont en innovation de Profocédé, c'est demain matin, il faut que j'aie des résultats. En recherche, t'es pas obligé. T'es pas obligé. Oui, il faut que tu génères des résultats, mais tu as plus le temps de penser, comme mon directeur a dit. C'est moins style usine, on dirait. C'est ça. Tu as moins la pression de devoir générer des résultats rapidement, puis des solutions aussi rapidement. Là, c'est qu'on prend le temps de dire, OK, j'ai obtenu tel résultat en affinage, comme là, par exemple, la lipolyse dans mon fromage, donc la libération d'acides gras dans mon fromage. On a vu un effet avec le traitement d'huile de soya. Bien, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que je suis capable d'aller faire des liens avec d'autres analyses? Fait que là, on a ajouté aussi des analyses au projet en plus. J'avais pas assez de travail. Ben non. Le doctorat, là, t'en as pour plein d'années encore. Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, mon directeur estime que 2 ans, j'en ai assez. Puis bon, je pense que c'est quand même faisable. On s'en reparlera dans 2 ans. On s'en reparlera dans 2 ans. Mais ouais, c'est ça. Puis, ben, il y a tout l'intérêt, justement, de... Je me disais, j'ai pas envie de faire des docs, j'ai pas envie d'être chercheur. Puis quand je me suis assise avec mon directeur vendredi passé, ben, il m'a dit, ben, t'es pas obligé d'être chercheur, tu sais. Puis tu fais un doc, t'as ton projet. L'important, c'est que tu fais la recherche, puis t'aimes ce que tu fais. Puis tu réfléchis à qu'est-ce qui se passe dans le projet. Puis j'ai fait comment? Vu de même, tu sais. Puis après ça, je retourne chez nous, je parle avec mon chum, je dis « Hey, sais-tu quoi? Peut-être que je ferai un doc. » Puis il dit « Ben, tu sais, à part le salaire, là, entre ça puis être professionnel de recherche pour ton équipe, il n'y a pas vraiment de différence, tu sais. Dans le sens que, oui, professionnel, tu vas être appelé à aider un peu sur d'autres projets, mais je le fais déjà. Tu sais, on échange à la meeting avec nos collègues, on est en labo, ils viennent me voir « Hey, telle question, puis je leur réponds, ben, au meilleur de mes connaissances, parce que je sais pas tout, là, tu sais. Oui. Mais non, c'est ça, tu sais, il y a vraiment cet aspect-là de recherche que j'aime beaucoup, puis je me dis, ben, pourquoi m'en aller? Tu sais, pourquoi quitter mon équipe de recherche quand j'aime ça, ce que je fais? Mais, question peut-être un petit peu nounoune, mais pourquoi tu termines pas ta maîtrise et tu deviens pas professionnel dans ton équipe? Question de fond. C'est vrai qu'on coûte pas très cher, nous, étudiants. Ben, tu sais, il y a ça, puis il reste que, ben, mon directeur, c'est un jeune chercheur qui a commencé, je pense, ben, j'ai commencé l'équipe de recherche avec lui en 2021. Fait que c'est sûr que d'aller chercher beaucoup de subventions, c'est compliqué. Ouais. Puis il y a déjà un professionnel aussi depuis janvier, là, dans l'équipe qui fait super bien son travail, fait que j'ai pas envie de le shifter, en guillemets, là. Bye! Bye! Tu sais, Bye bye! au revoir. Mais, tu sais, non, c'est ça, c'est mon ami, ce gars-là, tu sais. J'ai pas envie de faire comme, hey, veux-tu t'en aller? Je vais prendre ta place. Ah, c'est ça? Il me semble que tu serais mieux ailleurs. Non, c'est ça, tu sais. Fait que, non, c'est vraiment une question de subvention. Puis oui, je pourrais aller professionnel pour une autre équipe de recherche. Mais je sais pas, j'ai vraiment un écoute, si t'es bien dans ton équipe maintenant puis que t'as envie de continuer avec eux autres. En plus, c'est ton projet, là. Ben c'est ça, puis j'aime ça, le fromage. Fait que, tu sais, t'as l'air tellement passionné. Tu me donnes presque envie d'aimer les processus de fromage. C'est ça. Fait que je pense que t'es vraiment à ta place. Ah, merci. Ben oui, vous êtes pas les premières à me le dire. Ben... Comme je vous dis, je pense que c'est juste ici dans la tête, là. Mais oui, on s'en vient, là, de toute façon. Comment t'en es venu à être aussi passionné par le fromage et à choisir de faire une maîtrise, un doctorat, là-dedans? C'est quoi ton parcours? Mon Dieu, on peut partir de loin.
Moi, j'aimais les dinosaures. J'aime encore les dinosaures. OK. Depuis, je pense... en fait, ma mère dit que je suis née dans un œuf. Fait que j'étais destinée à être paléontologue, à aller chercher des fossiles pour toute ma vie. Puis je fais du fromage, ça n'a aucun rapport. OK. Je cherchais le lien. Non, vraiment pas de lien. Même, mes vacances, c'était d'aller voir, entre autres, des fossiles. J'ai ramené un fossile, mais bon. Mais non, c'est ça. Puis, arrive le moment où tu es en sciences de la nature, puis tu es comme... Qu'est-ce que je fais? C'est quoi je fais? Pourquoi je m'inflige sciences nat au cégep? Et 2, je m'en vais où avec ça? Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que là, je me suis posé des questions parce que je me suis toujours posé des questions dans la vie, de toute façon. Puis là, je suis arrivée dans la technique en transformation alimentaire, donc technologie des procédés et de la qualité des aliments. OK. C'est où ça? Ça se donne... moi, je l'ai fait à Joliette, dans le fond, le cégep régional de Manaudière à Joliette. Ça se donne aussi à l'ITA de Saint-Hyacinthe, donc l'Institut de technologie alimentaire. C'est la grosse place. Dans le fond, Saint-Hyacinthe, c'est la technopole agroalimentaire du Canada. Tout le monde se ramasse là en alimentaire. Puis, si je me trompe pas, il y a aussi à l'Apocatière qui se donne depuis quelques années. C'est ça, j'allais dire. L'Apocatière, c'est surtout pour agriculture, peut-être? Il me semble que oui, mais je suis pas au courant. Pourquoi j'étais à Joliette? Moi, je suis de la Rive-Nord de Montréal. Donc, c'était le plus simple. Ça me tentait pas d'aller habiter à Saint-Hyacinthe ou de traverser l'île de Montréal au grand complet. C'est déjà compliqué en 2014. Donc, j'ai été à Joliette. Puis, durant la 2e année de la technique, j'ai eu un professeur, Nelson Toupin, on n'a pas le nommer, qui nous a donné le cours en produits laitiers. Puis, c'était fantastique. Coup de cœur. Ah, c'est coup de cœur. Une illumination, hein. Oh, ouais, coup de cœur. On avait les cours de produits carnés, puis j'étais comme... ça me tente pas. Tu voyais la carcasse de bœuf, t'es comme... Tu sais, un cours à 8 heures le matin. Du lait caillé, ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment cool. C'est intéressant, c'est ça. Mais non, c'est ça, tu sais, puis tout m'intéressait dans la technique, mais quand je suis arrivée dans le laboratoire pour faire du fromage, on a fait du cheddar, parce que bon, tout le monde fait du cheddar. On a fait du camembert. Puis on était supposé faire de la crème glacée, mais on n'en a pas fait à cause qu'il y avait des bris d'équipement. Mais t'arrives dans l'usine, puis j'ai fait comme « Wow, c'est ça que je veux faire ». Donc, j'ai été me chercher de l'expérience aussi. J'ai travaillé chez Saputo au contrôle de la qualité, donc vraiment en laboratoire pour les analyses, à savoir avant d'envoyer ton fromage chez tablette d'épicerie, est-ce qu'il est dangereux à la consommation. Pendant que j'étais là, non. Fait que fantastique. Mais tu sais, j'ai eu à voir aussi le gros procédé industriel de comment faire de la pizza mozzarella, qui est quand même assez fou, là, voir les grosses machines industrielles versus comme ta petite cuve dans ton laboratoire. Ouais, ça devait être différent. Oui. Puis, après ça, à la fin de mon DEC, j'ai fait un stage dans une petite fromagerie familiale, fromagerie du Champ à la Meule, qui est en reconstruction là, en ce moment. Mais j'ai fait du fromage à tous les jours. Puis c'était vraiment cool. Ils voulaient me garder, mais moi, j'avais décidé d'aller à l'université. Puis c'est parce que faire du fromage, c'est très physique. Là. D'en faire une petite cuve de 10 kilos, je suis là avec mes petites cuillères. Puis je suis comme, je brosse mon fromage, puis ça va, tu sais. Faire une cuve de 100 kilos, c'est difficile. Puis t'es là à te pencher dans ta cuve, puis à remonter tes grains. Mon dos, il serait scrap aujourd'hui si j'avais continué là. Mais c'était passionnant. J'ai vraiment eu tout le temps cet intérêt-là pour le fromage. Je pourrais pas expliquer précisément d'où ça vient, mais c'est juste de voir la magie derrière. C'est vraiment cool. Puis après, est-ce que ta famille était déçue que tu sois pas paléontologue? Non. Non. Il était peut-être content, je sais pas. Peut-être, parce que paléontologue au Québec, ça n'existe pas. J'aurais fallu que j'aille dans l'Ouest canadien. Peut-être qu'il aurait été content de venir me voir et d'aller passer du temps dans les Rocheuses. Là. Mais non, je pense qu'ils sont... juste le fait que je suis partie à Québec, je pense que ça leur a fait un petit quelque chose que la plus jeune s'en aille à Québec. Là. Mais peu importe ce que je fais, mes parents sont toujours en arrière. Puis ils sont tout le temps... Tu veux pas, je peux leur pratiquer mon oral. T'sais, peu importe, j'aurais pu leur montrer les notes, leur donner des exemples. C'est ça, puis ils sont toujours intéressés de voir ce que je fais. Fait que non, il n'y a pas de déception quelconque. Peut-être juste moi qui ai fait au début un petit comme je vais laisser ça. T'sais, pas laisser ça tomber parce que ça reste toujours dans ma vie personnelle. Les gens qui me côtoient, les gens du Stella, ils savent que Maud égale dinosaure. Là.
monde égale fromage, mais monde égale dinosaure aussi. Donc, ouais, c'est ça. J'ai tout le temps vraiment eu cet intérêt-là. Puis, en fait, c'était vraiment pas ma voie au début d'aller faire de la recherche dans ma tête parce que j'ai fait microbiologie au début à l'Université Laval. Après ça, je suis retournée en STA, en sciences des aliments. Et t'as fait le bac en microbio, tu as commencé... Un an et demi, ouais. Puis là, t'as changé de bac. Oui, parce qu'encore une fois, remise en question. Puis là, j'ai fait comme, c'est vraiment ça que je veux faire, microbiologiste? J'avais fait un stage en recherche dans une équipe. C'était une super belle équipe, mais je suis sortie de là, j'ai fait... Oh, ouais, t'as pas la passion. Non, c'est ça. Puis tu sais, je travaillais avec des poissons. C'était vraiment pas la même chose. Donc là, j'ai fait mon bac. J'ai eu encore une fois le cours de produits laitiers où j'ai rencontré mon directeur, Julien Chamberlain. Puis à la fin de la session, j'ai écrit... Écoutez, puis là, je le vous voyais dans ce temps-là. C'est toujours ça. Oui, c'est ça. Puis je dis, bonjour, M. Chamberlain. Écoutez, si jamais vous connaissez des fromageries qui seraient prêts à accepter des stagiaires en STA, je suis prête à les contacter, si jamais vous en connaissez. Puis finalement, 2-3 mois après, il me réécrit, puis il dit, écoute, Maude, je sais pas si tu as trouvé quelque chose, mais sinon, j'ai quelque chose pour toi. Hey, wow! C'est donc le fun! Il est venu me chercher parce que, apparemment, je me distingue dans mes cours, puis, c'est ça. Tu sais, j'ai eu une rencontre avec lui, puis il dit, écoute, je sais que tu as déjà eu un stage en recherche parce que j'en avais parlé, puis il dit, si tu veux t'essayer cet été, j'ai un projet pour toi au niveau de la coagulation du lait, voir les analyses, tout ça, qu'est-ce qui arrive quand tu changes le coagulant, la dose, la température, etc. Puis, il y aurait une autre étudiante avec toi qui aurait un autre projet. On a eu tellement de fun cet été-là. Fait qu'un mois et demi après que j'ai commencé mon stage, il était tout le temps en train de tendre la perche, comme « Hey, si vous continuez en maîtrise! » c'est ça. Au début, t'es comme non. Genre, j'ai fini l'université, j'ai fait mon bac, là, je vais partir. Je suis rendue comme à 25 ans, j'ai envie de faire autre chose, tu sais. J'ai envie d'être sur le marché du travail. Puis là, finalement, il parle des projets, puis j'ai dit, OK, cool. Ça me tente. Ouais. Puis là, tu t'en vas faire un doc. C'était la même chose pour le doctorat, dans le fond. Ah oui, moi, mes parents, ils rient de moi, là. Puis c'est sûr qu'une fois que les gens vont avoir écouté le podcast, parce que tout le monde au labo, je leur disais, non, je fais pas de PhD, non, je fais pas de doctorat. Mais le plus drôle, c'est que tout le monde autour de toi savait que t'en faisais un. Oui, sauf toi. Sauf toi. Sauf moi. Puis je suis sûre que les gens ont commencé à me voir à travailler au labo, puis ils se disent, cette fille-là va faire une maîtrise. Puis je suis comme, non. Ouais. Puis finalement, oui. Mais bon, je pense que c'est classique de ma vie. Là. Les gens, ils voient des choses que moi, je vois pas. Donc, c'est ça. Donc, j'ai dit oui à la maîtrise. Donc, là, j'étais censée finir en décembre, mais je finirai pas en décembre. Puis j'ai fait mener le projet jusqu'au bout. Fait que c'est vraiment cool, parce que depuis ce temps-là aussi, je vois plus la vache laitière de la même façon. C'est plus juste la grosse affaire noire et blanche que tu vois manger du gazon, tu sais. Si elle mange du gazon, parce que c'est pas nécessairement ça qu'elle mange, tu sais. Non, c'est vraiment... ça t'amène une nouvelle perspective, ça t'amène des nouvelles connaissances, puis t'apprends à gérer un projet, puis au final, c'est vraiment cool. Fait que c'est ça. Ouais. C'est quoi que t'aimes le plus ou que t'aimes le moins des études graduées? Je dirais, au niveau, comme j'ai expliqué, en terrain, laboratoire, faire le fromage, parce qu'il y a tout ce défi-là aussi en sciences des aliments que tu génères ta matrice que tu veux étudier. Donc, c'est tout contrôler le procédé. D'apprendre à contrôler le procédé fromager, je trouve ça vraiment intéressant. D'avoir à former du monde aussi, c'est vraiment cool. Ce qui se fait en industrie aussi, je veux dire, j'aurais pu, comme je le mentionnais, être fromagère puis former des gens. L'affaire, c'est qu'en recherche à l'université, comme je l'ai mentionné, je sais plus quand, tu as le temps de penser, tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de te poser des questions. Puis c'est pas juste avec toi-même que tu te poses des questions, tu sais. En groupe. En groupe, puis tu amènes ça en lab meeting, tu dis « Ah, mes résultats, ça fonctionne pas, je comprends pas pourquoi. » Puis là, il y a des gens qui, des fois, ils vont juste spotter quelque chose que, encore une fois, je vois pas. Et qui disent « As-tu checké ça? » Ou tu sais, t'essaies d'expliquer un concept, puis là, ils te regardent. T'es-tu sûr de ça? T'es comment? Peut-être pas. Donc, c'est ça, tu sais, t'as vraiment cet aspect-là de collaboration. Puis, c'est de voir aussi que j'ai été à un comité scientifique de la chaire là, de mon directeur. Puis, t'as AgroPure et Saputo qui se parlent. C'est deux entreprises ultra compétitives une envers l'autre. Puis, les deux personnes qui sont là ont travaillé ensemble durant
plusieurs années chez AgroPure. Puis là, il y en a une des deux qui est rendue chez Saputo. Les deux sont au comité scientifique, se parlent et échangent pour améliorer un projet de recherche au sein de l'équipe. Wow, c'est normal fun. C'est ça, ce que tu n'auras pas. Si tu travailles chez AgroPure, je pense pas que tu vas parler avec Monsieur Saputo pour dire comme « Hey, j'ai tel problème avec mon procédé, as-tu une solution? » Aider à faire que mon produit soit meilleur que le tien. Exactement. Il y a cet aspect-là de la recherche que j'aime vraiment beaucoup. La collaboration. Oui, c'est ça. Puis, il faut générer des résultats. Fait que, tu prends pas 10 ans à générer tes choses, mais tu as quand même un peu plus de temps. T'as moins de pression de sortir des résultats. Puis, évidemment, l'expérience des congrès en sciences laitières, c'est big, les sciences laitières. Aux États-Unis aussi, ils sont très, très forts là-dessus. Donc, j'ai la chance d'aller à des congrès. Ça fait 2 ans que je suis avec mon chercheur. Puis j'ai fait 4 congrès, puis je m'en vais... Attends. J'en ai fait-tu 4 ou j'en ai fait 3? J'en ai fait 3 et je m'en vais à un 4e cet automne. Cool. Cet automne, c'est à Chicago. Je m'en vais... Wow! Oui, sur le bord du lac. Je sais plus quel grand lac. Je pense que c'est-tu Michigan? Je sais plus, mais je veux dire, je vais être au centre des congrès, je vais sortir, je vais sur le bord de l'eau. Mais Chicago, c'est tellement une belle place. Ah, pour vrai? T'es déjà allée? Non, mais j'ai une de mes amies qui je pense qu'elle a fait sa maîtrise, son doc là-bas. Je sais pas quoi, un stage, en tout cas, puis on va... C'est Be Real. Moi, je suis Be Real. Ouais. Puis c'est beau, là. C'est vraiment une belle ville. Moi, j'ai hâte d'aller voir, juste pour voir la ville. Mais il y a le fait aussi que je vais revoir des gens que j'ai déjà vus, puis aller échanger. Puis là, je vais leur dire « Ah, je fais un doc. » Mais c'est ça, je veux dire, c'est quand même ton domaine... Tu sais ça, quand tu vas en congrès, tu dois toujours revoir le même monde, année après année. Il y a quand même beaucoup de gens, parce que en fait, un congrès que j'ai été, mais à 2 reprises, parce qu'il revient à chaque année, c'est l'American Dairy Science Association, donc l'Association américaine des sciences laitiers. Eux, c'est un gros congrès de sciences animales. Donc, quand tu vas là, c'est des gens de reproduction, de génétique animale, mais il y a aussi de plus en plus la transformation du lait qui est ajoutée à ça. Tu sais, transformation du lait, on est peut-être... centaines de personnes divisées en 2 salles. Fait que oui, tu vois les mêmes gens, mais quand tu vas dans la grosse salle qui est comme un méga gymnase avec des centaines et des centaines de personnes, je connais pas tout ce monde-là. Non, mais... non. Mais non, c'est ça, tu sais, c'est des gros congrès, mais en transformation laitière, on est vraiment comme une grosse famille, mettons. Mais c'est vraiment cool. Puis, dans le fond, mon premier congrès en personne, parce que ma première expérience, c'était à Lac-Phase, qu'on connaît ici au Québec. C'était en ligne. C'était avec une affiche qui était affreuse. La première est toujours horrible. Mais au moins, c'était en ligne. C'est ça. C'est moins gênant. Ouais, c'est ça, c'est moins gênant. Moi, je faisais juste la projeter sur le partage d'écran. C'est ça, t'étais pas debout à côté pendant comme 3 heures. Tu l'as pas fait imprimer, t'as pas mis de l'argent sur l'impression. Non, c'est ça. Mais tu sais, il y avait le fait que t'es dans ta petite salle, là. T'attends, puis là, il y a une personne, t'es comme... Bonjour! Voici mon affaire! Ouais, c'est ça, tu sais. Puis, ce qui était le fun aussi, par exemple, c'est que j'avais juste besoin de mettre un chandail. Classique, je pouvais être en bas de pyjama sur ma chaise, parler de mon affiche. Ça, c'était l'avantage de la pandémie. Mais bon, il y a plusieurs désavantages. Mais c'est ça, tu sais. Puis, bon, après ça, j'ai été justement au congrès de la DSA, qui était à Kansas City l'année passée. C'était une petite ville... c'était une petite ville un peu plate, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est une ville des États-Unis qui mange des steaks. Puis là, j'arrive là, encore une fois, c'était avec une affiche améliorée par rapport à la première version, évidemment. On s'améliore toujours. Oui. Puis là, je suis devant mon affiche, puis il y a un monsieur qui arrive avec une chemise hawaïenne. Il fait En congrès. En congrès. Il fait 6 pieds, puis là, il arrive, puis il est comme « Hello! » Puis là, il est super sympathique. Puis je me dis, voyons, tu sais. C'est qui ça? Bonhomme-là en vacances. En vacances dans le congrès. Puis, dans le fond, il a vu un des noms des collaborateurs, là, Guillaume Brison. Il a travaillé avec lui, puis il est comme, je le connais, ce gars-là, Puis là, écoute, c'est comme si je le connaissais depuis 20 ans. Ah, c'est le fun, quand même. Puis au final, quand tu regardes, moi, je n'avais pas regardé sa cocarde, là. Puis là, tu regardes, puis c'est écrit qu'il est l'ancien président de l'ADSE. Wow! C'est un big. Puis là, c'est pour ça qu'il se permet. Oui, c'est ça. Dis-moi, j'ai fait ma réputation, là. Je mets ma chemise hawaïenne, mon bas de pyjama en congrès.
Non, pour vrai, c'était vraiment cool, tu sais. Puis, ben là, je l'ai revu cette année. C'était à Ottawa, cette année, un peu moins dépaysant, là, comme ville. On avait les fumées des feux, c'était fantastique. Là. Puis là, ce monsieur-là revient, Raphaël, qui s'appelle. En chemise hawaïenne. La même chemise hawaïenne, exactement la même. C'est pas sérieux? Ah oui, la même chemise. Sa chemise de congrès. Oh oui, sa chemise de congrès. Sa chemise porte bonne nom. Mais je pense qu'il y a 3 chemises de congrès, parce que les 3 jours, c'était 3 chemises. Là. Toutes dans le même genre. À manches courtes? Oui. Une journée, tu sais, il faisait chaud, c'était fin juin. Non. Il est arrivé en shirt, là, un petit shirt genre safari, là, avec sa chemise hawaïenne. Tu le vois arriver, t'es comme le Raphaël. vacancier. Ah oui, c'est une des plus belles personnes que j'ai rencontrées. Puis il est peut-être à la retraite, mais il a encore envie d'aller dans les congrès aussi. Il est encore enseignant. Mais il est très, très impliqué au niveau, justement, des sciences sociales. Ben oui, tant mieux. Puis c'est une super belle référence. Pas besoin d'être habillé chic pour... Vraiment pas. Être un scientifique, dans le fond. Non, c'est ça, je veux dire. On se met de la pression pour rien. Oui, c'est ça, je Non, c'est ça, genre, moi, j'ai mis un beau chandail aujourd'hui, là, mais en lab meeting, j'arrive avec un t-shirt de dinosaure. Ah, c'est là, ça. Ouais. Mais non, c'est ça, puis en tout cas, je l'ai revu cette année, puis ce qui était vraiment le fun, c'est qu'il est intéressé. Ben, les gens sont intéressés de revoir qu'est-ce que tu fais. Puis là, encore la joke de « Ah, tu fais-tu un PhD? » Non. Là, tu vas pouvoir dire... Là, je vais l'envoyer à Chicago, je vais dire « You know what? I'm doing a PhD. » Mais... Ben, genre, je le savais. Ouais, il va Genre, ouais, mais t'es déjà au doctorat, non? C'est ça. C'est sûr qu'il y a quelque chose du genre qui va sortir. Ouais. C'est ça, c'est vraiment des belles expériences, ces congrès. Fait que c'est un autre point positif, là. Puis ce qui était vraiment valorisant cette année à Ottawa, c'est que j'allais faire une présentation orale. Tu prépares un PowerPoint, Puis là, t'arrives dans une petite salle, il y avait comme 50 places assises, peut-être. Puis quand je suis montée au petit, t'es un petit podium là, avec le petit portable, là, t'es comme « Oh my God! » Puis là, je vois la salle est pleine. Il y a du monde debout en arrière. Là, ce monsieur-là avec la chemise hawaïenne. Je suis comme « Yes! » Fait que là, tu parles, puis tu vois, les gens sont intéressés. Puis, ben, tu sais, vous le voyez, là, moi aussi, je suis tout le temps un peu dynamique, puis j'essaie tout le temps de plugger un peu des jokes par rapport. Fait que là, t'es vois, puis là... Il rit-tu à tes jokes? Oui. Tu vois les gens sourire, puis être contents d'être là. Je suis comme, yes, ma job est faite! C'est normal le fun! Ouais, mais ce qui était... Ben, moi, je trouvais ça le fun. Pour moi, c'est valorisant de voir une salle pleine. Ouais. La personne suivante qui voit la moitié de la salle se vider. C'est ouf. Ouais, puis j'étais comme, pauvre personne, mais je vais focusser sur mon expérience, puis de voir que ces gens-là, ils ont lu mon résumé. Ben, tu sais, c'était des gens du Stella, entre autres, de l'Université Laval, mon équipe de co-direction en sciences animales qui était là. Mais tu sais, ça reste, c'est même pas la moitié de la salle, là. Mais elle était pleine. Fait que ces gens-là, ils ont lu mon résumé, ils ont vu mon titre, ils ont vu les noms. Je vais aller voir ça. Ouais. Puis ils se sont assis, ils étaient intéressés, puis après ça, ils sont partis. J'ai fait comme, yes, cool. Fait que non, c'est ça, c'était vraiment une super belle expérience, là. Puis je sais plus c'était quoi la question, là. Ce que t'aimais le moins. Ah! Pas les congrès. Non, mais... ouais, c'était ce que t'aimais le plus, puis ce que t'aimais le moins. Mais je t'entends parler, puis dans le fond, il n'y a rien que t'aimes moins, à part le salaire. Ouais, mais tu sais, rendu là, on fait plus de la recherche pour le salaire, je pense. Puis, ben tu sais, je vis bien en ce moment. Ben bien, je veux dire. On en prendrait tout le temps un peu plus, là. Mais, tu sais, j'ai la chance d'être avec mon copain qui m'aide aussi. On a un chien. Donc, puis là, ben, lui, il a un poste de fonctionnaire maintenant. Fait que ça va très, très bien. Ah, c'est ça. D'aller chercher juste un peu plus de salaire au doctorat, pour moi, ça change pas grand-chose. Puis il faut pas faire des études graduées pour le salaire. Parce non, que définitivement. Malheureusement. C'est le plus mauvais argument que tu peux te donner. C'est plus le contraire, oui. C'est ça. Mais ce que j'aime un peu moins, c'est... Ben, j'aime ça, faire la revue de la littérature pour essayer de comprendre mes données. Puis rédiger, je pense que mon directeur l'a expérimenté avec mon premier article, c'est de loin pas ma force. C'est ton petit talon d'Achille. Ouais, puis parce que rester assise devant mon ordi à lire, puis à relire, on dirait qu'à un moment donné, je me tanne. Ouais, je te comprends. Ben, c'est pas dynamique, c'est que t'es juste devant ton ordi, puis comme, t'ouvres des pages sur Google, puis là, des articles, puis puis là, c'est du taponnage. Puis tu sais, des fois, tu lis 10 articles, puis tu trouves pas ce que tu veux, puis ça, tu viens de passer 3 heures, puis t'es comme... Ah oui, ou un article qui a l'air bon, puis dans le fond, il est vraiment pas bon quand tu le lis. Exact. C'est l'abstract, t'as l'air full beau, puis finalement, non. Ouais. Puis là, tu sais, tu finis ta journée, t'as comme écrit une phrase, t'as lu ces articles, mais t'as l'impression d'avoir rien fait. Ouais. Exactement. T'as pas arrêté toute la journée. Exactement. Puis là, tu viens de dire dans ta tête, je suis tellement nulle. Mais c'est pas le cas.
tu viens de passer comme plusieurs heures à lire de la littérature. Fait que c'est le bout un peu plus difficile, mettons. Je peux pas dire que j'aime pas ça, parce que je trouve ça intéressant, puis t'apprends des choses. Le processus de... C'est ça que j'aime pas, tu sais. Parce que je peux rester un samedi matin et je peux gamer pendant 3 heures, là. Puis c'est le même principe, je reste plantée sur mon divan devant ma télé, là. C'est pas pareil, là. Tu sais, un article en anglais. C'est dynamique, là. C'est dynamique parce que, bon, il y a plein d'affaires qui se passent. Je joue avec mes dragons et mes dinosaures, c'est comme... Mais non, c'est sûr. Fait que c'est l'aspect que j'aime moins. Mais c'est quand même super intéressant. Est-ce que tu ressens le syndrome de l'imposteur des fois? Qui ne le ressent pas? Attends, je vais redescendre mes notes, là. Il y a des notes. J'ai des notes sur le syndrome de l'imposteur. Attends. Ah oui. Ben, c'est ça. Ben, c'est sûr que, tu sais, au début, tu te poses des questions en disant comment pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Parce que aussi, tu sais, dans ton parcours, t'as quand même beaucoup... Ben, t'as pas beaucoup changé de oui. Ah oui, j'ai changé oui, plusieurs fois, on va le dire. Je suis rendue à 28 ans, j'ai pas fini mes études, là. Fait que c'est ça. J'ai changé souvent, puis j'ai jamais arrêté. Fait que ça fait en sorte que quand t'arrêtes pas, puis qu'il y a une journée qui fonctionne... Ben, c'est pas juste une journée, mais quand t'as une période qui fonctionne pas, là, tu te remets en question complet. Puis l'affaire, c'est que c'est pas nécessairement le projet que tu remets en question. C'est toi. C'est toi. Puis c'est ta compétence, c'est tes connaissances. Puis tu te dis, my God, je suis tellement nulle. Mais c'est pas le cas, là. T'es en apprentissage, puis tu peux pas tout savoir dans la vie. Fait qu'au début, non, j'avais aucune idée de c'était quoi le syndrome de l'imposteur, puis pourquoi est-ce que j'avais l'impression d'avoir un ange puis un démon sur mon épaule, puis que le démon était comme... T'es de la merde. OK, c'est beau. Il y a un cheminement qui mène vers ça, mettons, là. Mais non, c'est ça. Puis, j'ai oublié ce que je m'en allais dire. Je vais regarder mes notes. Tu savais pas c'est quoi le syndrome de l'imposteur? Oui, c'est ça, merci. Ça fait plaisir. Puis, ben, c'est en écoutant, justement, votre podcast, j'ai commencé à écouter, puis là, faire... Ah, c'est ça, dans le fond, c'est ça. Puis tout le monde a ça. Puis là, après ça, ben, tu vas voir des vidéos. C'est sûr que je vais pas me diagnostiquer moi-même un syndrome de l'imposteur. J'ai jamais eu de suivi psychologique quelconque à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'un peu n'importe qui se pose des questions. Puis il y a des périodes où on se sent pas à sa place. Puis quand tu te sens pas à ta place, ben, tu te sens comme un imposteur. Puis tu te remets en question, puis... C'est ça. Puis tu sais, il y a eu... Moi, je trouve que les études graduées, c'est un peu comme un cycle. Un peu comme la vache laitière. Montagnes russes genre, ça va d'émotions. full bien, en ouais, résultat, bing bang, en ouais, puis après c'est comme, bon, ben, ça. pourquoi je fais ça? Ouais, c'est ça. Je suis qui? Il y a des fois juste un élément déclencheur. Moi, ce qui m'est arrivé, mon dernier épisode, dans le fond, de l'imposteur, c'était au début de l'année. Mon stagiaire, ben, c'est pas mon stagiaire, le stagiaire de l'équipe, qui avait mis 25 grammes là, de l'ingrédient du point 25. Ouais, c'est une erreur qui coûte cher, ça. C'est ça. Puis là, ben, son stage achève. Là, je compile les résultats, puis je me rends compte que c'est du gros n'importe quoi. Dans le sens que, admettons, la composition du lait, on l'analysait en laboratoire, puis on l'envoyait à Lactanet, qui est une entreprise là, d'analyse de composition du lait, entre autres. Donc, Lactanet me sortait des résultats en duplicata qui étaient super beaux. Les résultats du stagiaire correspondaient pas à ça. Moi, je me bon, ça y est, j'ai tout perdu mon temps pendant des semaines. C'est ça, mais là, c'est l'analyse des fromages. Ça allait jusqu'à l'analyse du sel du fromage, qui est, tu sais, c'est une titration. Là. Quand tu es en analyse chimique, tu es censé avoir une technique de laboratoire, tout ça, tu l'as pas. Mais là, tu remets en question tout ce qu'il a fait. Puis là, je me disais, my God, ça fait 4 mois qu'il est là, puis je me pose pas de questions. Puis là, je vois les résultats. Ajoute à ça l'hiver, que t'as pas de lumière, c'est déprimant, rendu en janvier, février. L'hiver, t'es tanné, t'as envie qu'il fasse beau, puis d'aller prendre une bière sur une terrasse, mais tu peux pas parce qu'il fait trop frais. La grève des profs. C'est vrai que ça nous a plus impacté, je pense, qu'on pense. Moi, pas vraiment. Ben, moi, personnellement, j'ai été vraiment chanceuse. Mon directeur, il était super ouvert à être en communication avec nous, même s'il était en grève. Je pense qu'il n'y avait pas le droit, par contre. Il n'y avait pas le droit, mais bon. Oups. Oupsie! Mais c'est ça, tu sais, s'il y avait quelque chose, une urgence, on pouvait y écrire. Fait que, tu sais, je veux pas dire que la grève m'a infligé le syndrome de l'imposteur, c'est pas le cas, mais quand tu mets ça tout en globalité...
C'est difficile. Ça l'a pas... C'est parce qu'on on se fait mettre beaucoup de pression dessus, puis on est toutes perfectionnistes, dans le fond. On l'est toutes. C'est pour ça qu'on est puis en quand on n'est pas capable d'aller chercher cette petite perfection-là, on pense que c'est notre faute. c'est notre faute. Donc, c'est ça. Puis là, en plus, ajoute à ça, j'avais des problèmes dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Ça allait pas bien. Fait que j'allais à l'université, ça allait pas bien. On parlait des choses qui allaient pas bien professionnellement. J'avais pas envie d'entendre parler de ça. J'avais envie de parler de fromage. Je retourne chez moi. Mon copain, en fait, puis moi, on échange sur ces mêmes problèmes-là. Il y avait toute une sphère négative. Oui, c'est ça, qu'il fallait que quelque chose bouge à un moment donné. C'est ça. Puis là, est venue la question de « OK, mais est-ce que tout ce que je fais, c'est du gros n'importe quoi? Est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce que je fais? » T'as-tu vraiment songé à arrêter tes études? Oui. À ce moment-là, je me suis dit « Il y a quelque chose qui marche pas. » Mais là, ça va mieux, là. Mais avec mon copain, on s'était dit « On est-tu vraiment fait pour habiter ensemble? » C'était rendu là. C'était une remise en question totale de toute ma vie. Des fois, je regardais mon chien faire une niaiserie, puis je suis comme, bon, OK, c'est de ma faute. Là. Mon chien, il est n'importe quoi, tu sais. Mais c'est pas vrai, là. Mon chien, c'est juste une grosse patate énervée, là, tu sais. Elle fait des niaiseries comme n'importe qui, tu sais. Mais non, c'est ça. Fait que ça a été une grosse remise en question. Puis ce qui m'a aidé à sortir de là, c'est con, ce que je veux dire, mais c'est d'aller au parc de la Jacques-Cartier, puis de parler avec un monsieur par rapport... Oui, c'est vrai, tu nous en C'est vrai, Je vous en avais parlé. Oui. Ce fameux monsieur, j'ai pas son nom, je sais pas c'est qui. La journée vraiment que... c'était plusieurs journées, là, ça allait vraiment pas bien. Fait que là, je dis à mon copain, écoute, fais ce que tu veux pour prendre l'air, mettre les choses en perspective. Moi, je prends le chien, je m'en vais au parc de la Jacques-Cartier, je sais pas combien de temps, mais je m'en vais, tu sais. Là, j'arrive au parc de la Jacques-Cartier, puis je veux dire, t'arrives là, dans la vallée, c'est magnifique. Juste voir le parc de la Jacques-Cartier, on dirait que ça t'apaise, tu sais. Puis là, je commence à marcher. Là, je vois ce monsieur-là qui arrive. Puis t'as un monsieur qui te regarde, puis t'as pas envie de parler à personne. Ouais, c'est ça, t'es là parce que ça va pas. C'est ça. Tu veux pas parler à une inconnue. Non, c'est ça. Puis là, il arrive, puis il dit « Hey, c'est-tu un Airedale Terrier, la race de mon chien? » Puis j'ai dit « Ben oui. » Ça me tente de... Ben oui. C'était évident, tu sais. T'arrêtes de me parler, c'est évident. Puis là, il dit « Ah, j'en ai une à la maison. » Cool. OK. C'est ça. Bye, bonne journée. Qu'est-ce que tu veux, tu sais. Puis finalement, je sais pas, ce monsieur-là, il a sûrement vu quelque chose encore une fois, que ça... Si j'ai un visage expressif, ça devait paraître dans ma face, là. Va-t'en, tu sais. Mais finalement, il est resté là, j'ai parlé avec lui, puis je me suis mis à parler de mon projet, parler de ce qui se passe à la maison, parler de mon chien. Mais pas en détail, là, mais des choses qui vont bien. Puis j'ai réalisé que, hey, je l'aime, mon projet. Puis j'aime où ce que je suis. C'est pas le projet, c'est pas ma vie, je vais remettre en question, c'est de la façon que je vois les choses. Puis, encore une fois, quand tu regardes, finalement, le monsieur, il est parti. On a parlé 5 minutes, puis il est parti. Mais tu sais, au kilomètre 13 du parc de la Jacques-Cartier, tu as un petit pont pour regarder la rivière, les vallées. Tu mets ça en perspective, puis tu te dis, pourquoi est-ce que je m'en fais avec toutes ces affaires-là qui sont des problèmes? On voit ça gros comme des montagnes, là. Tu vois ça super gros, puis là, quand tu te remets en perspective, dans la vallée de la Jacques-Cartier, où t'as une petite pouette au travers de la forêt, t'es comme, mais finalement... C'est pas si pire mes problèmes. Non, c'est ça, puis même mon image en ce moment que j'utilise quand je ressens un peu de stress, je me ramène dans mes vacances à quand j'étais dans les Badlands avec les fossiles, ou que je me levais le matin avec la vue sur les rocheuses, les glaciers, puis qu'il n'y avait pas un chaud. Là, tu regardes ça, puis tu te dis, OK, la Terre, elle a genre 4,3 milliards d'années, là. Pourquoi mes problèmes? Pourquoi est-ce que mon petit problème de mon expérience de stagiaire, c'était pas super? Pourquoi? C'est pas grave. C'est pas grave. Let go. Non, c'est ça. Fait que maintenant, quand je suis sur mon balcon puis que je ressens un peu de stress ou je regarde mes résultats, là, je prends 5 minutes, je me remets dans les Badlands puis je suis comme, OK, c'est beau, on continue, tu sais. Mais non, c'était un gros épisode vraiment que j'ai tout remis en question. Puis finalement, quand la grève des profs, elle a fini, puis que je me suis assise dans le bureau avec mon directeur, j'ai expliqué, puis j'ai dit, écoute, ça va pas. Là, ça va mieux, je suis sûre. J'ai compris pourquoi, puis je suis sur la pente pour remonter.
mais ça allait pas. Puis là, il a fait « Ouais, mais tu l'as eu 2, Maud, puis t'as-tu remarqué tout ce que t'as fait depuis 2 ans? » Puis j'ai dit « Non. » Là, je commence à le comprendre, là. Mais non, c'est ça, tu sais, on fait beaucoup de choses, puis c'est normal que tout ne fonctionne pas du premier coup, ou que tous tes résultats ne donnent pas des statistiques significatives. Fait que non, c'est ça. Il faut vraiment apprendre à remettre ça en question, puis à dire comme, je suis juste un être humain, là. C'est normal, là. Fait que ouais, c'est sûr. En tout cas, tant mieux si on t'a aidé un peu aussi via le podcast. Ça fait vraiment du bien. Parce qu'on vit tous un peu la même Ouais, problématique de mon Dieu, pourquoi je fais ça? Puis j'espère qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent dans des problèmes de même, qui ressemblent au syndrome de l'imposteur, qui passent des journées à lire des articles, qui écrivent une phrase, puis finalement, le lendemain matin, ils effacent la phrase, puis qui se disent, ben, t'avances pareil. Exactement, t'as C'est appris ça, des lâche choses. pas. C'est notre mission aussi, là. Fait que, s'il y en a qui voudraient peut-être discuter avec nous de ça, là, écrivez-nous. Écrivez, puis c'est ça, ce qui est super important, c'est d'en parler. Parce que de vivre ça dans ta tête, ben, t'es dans un cercle vicieux, là. C'est T'as ça. une journée, tu dis « Ah oui, c'est pas si pire », puis ça peut être 2 heures plus tard, tu dis « Non, c'est n'importe quoi », tu sais. Fait que c'est vraiment important. Puis il y a des gens, ça va très, très loin, qui sont pas capables de sortir de là, Ben, t'as songé à abandonner tes études quand même. c'est pas rien. Et pourtant, j'avais vu quelqu'un de passionné de même à propos de ton projet. Là. C'est drôle. Ben, c'est drôle, c'est pas drôle. Ben, ouais. Oui. Mais non, c'est ça, il y a toute la... Non, c'est vrai, tu sais, c'était quand même très, très grave. Mais non, c'est ça. Fait que si les auditeurs, là, si vous avez des problèmes, allez chercher de l'aide. Parlez-en. C'est correct, tu sais. C'est correct d'aller voir un psy, là. C'est pas un problème, ils sont là pour ça, tu sais. Fait que non, n'hésitez pas. Puis sinon, ben allez au parc de la Jacques-Cartier, il y a des messieurs... Il y a des messieurs gentils, patients, qui vont vous parler. Oui, puis tu sais, trouver quelque chose qui vous fait décrocher. Moi, c'est le plein air, c'est de sortir avec mon chien, d'aller au Mont Raid, puis quand je cours en descendant, ben je pense à pas me péter la fiole, c'est roches, ça. je pense pas à mon projet. Pas à genre, Ouais, oh c'est mon ça. Dieu, mon lait. Non, c'est ça, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Fait que trouvez-vous des trucs, puis ça va bien aller. Le temps est pas mal écoulé. Ouais, déjà. On a comme tellement pas le temps de tout dire, mais c'est ça à chaque fois. Ouais. C'est ça à chaque fois. Je veux juste finir avec une seule question oui, rapide. oui. Est-ce que tu as goûté à ton fromage? Ben oui. C'est clair que oui, quand je fais des analyses de texture, là, je viens prendre des petites carottes de comme... Au final, là, ma carotte est comme longue comme ça, là, de 15 cm. Mais c'est quand même un bon morceau. Quand même. Ouais, un bon. Puis moi, je viens chercher 2,5 cm de hauteur. T'as toutes les autres portions, Ok. là, flou, ça passe vite. On n'est pas censé manger au laboratoire, là, parce que c'est supposé être considéré comme un produit chimique quand tu amènes ton lait ou ton fromage dans le laboratoire d'analyse. Mais il faut que tu le goûtes. Parce que ça fait partie un peu des analyses. Ben oui, ben dans le projet, on n'a pas planifié d'analyse sensorielle, qui sont c'est un gros aspect là, en alimentaire. Il y a des gens qui se spécialisent là-dedans, là, en analyse sensorielle. C'était pas prévu. Puis bon, peut-être qu'on va le faire avec la 3e phase, à voir. Mais c'est quand même important. C'est quand même important parce que je goûte à mon fromage, puis je peux détecter des petites choses différentes que je note dans mon cahier de labo. Important, tout le monde aux études graduées, utilisez votre cahier de laboratoire. Oui, je confirme. Donc, je prends des notes, puis après ça, ben, quand je vais voir mes résultats, des fois, je peux être capable de faire des liens avec ce que j'ai goûté. Je peux pas le publier, là, qu'est-ce que j'ai goûté, parce que je suis pas une référence, là. Mais non, c'est ça, c'est quand même cool pour ça, là, goûter à mes fromages. Cool. Parce qu'il y a genre 75 arômes différentes qui peuvent être goûtés dans un fromage. Ouais, il y en a tellement. Divisé en catégories et sous-catégories. La fameuse roue des saveurs. Oui, ben il y a une grosse roue, mais il me semble que c'est 75 ou 80. On va la mettre en lien, référence, là. C'est fascinant. Je peux pas croire que quelqu'un est capable de détecter ces 75 arômes-là. C'est peut-être pas nécessairement des personnes, mais il y a des machines qu'on appelle des chromatographes. Donc, on a envoyé justement nos fromages là, de la 2e phase en GCMS, qu'on appelle. Donc, c'est de la chromatographie couplée avec de la spectrométrie. Là, j'arrive dans des termes vraiment spécifiques là, de sciences. Dans les dernières secondes du podcast. Ouais, c'est ça. Excusez, il aurait pas fallu que je parle des arômes. Bref, des machines qui peuvent t'analyser en chiffres puis en pics, là, en graphique, ton profil aromatique. Puis après ça, tu peux dire, ben cette molécule-là, c'est lié à tel arôme dans ton fromage. Fait que genre, juste par une analyse, tu peux savoir que ça goûte avant d'y goûter. Puis tu peux essayer de discriminer tes fromages. C'est ça que j'essaie de faire, c'est très compliqué. Mais... Hey, c'est fascinant. Ouais.
Excusez, Comme il dirait fallait Charles finir le Serre, podcast. c'est fascinant. C'est vraiment incroyable. Merci. C'est vraiment cool. T'es-tu pas pire, genre, tu peux-tu comme guesser le goût du fromage, puis c'est ça que tu vois aussi dans tes analyses? C'est dur à dire parce que je suis pas encore rendue à ce niveau-là. Mettons, Ok. j'ai pas assez goûté de fromage, mais on commence à faire ça dans notre équipe. Puis j'ai commencé là, il y a quelques mois un petit calepin de fromage. Fait qu'avec mon copain, quand on va au Grand Marché de Québec, mettons, acheter du fromage, T'écris comment il goûte. ouais, on écrit le nom du fromage, quelle fromagerie, sa composition, parce que sur ton fromage, t'écris la teneur en gras, Mhm. Oh, mon l'humidité. Dieu. T'es tellement passionné. Je capote. J'adore ça, le fromage. C'est le meilleur job. Travailler sur le fromage. Goûter des fromages. Ouais. Ah ouais, c'est fantastique. Quand t'es payé à manger du fromage, ben je suis pas payée à juste Ouais, manger mais ça. là, tu l'es pas payé très, très cher non plus, là. Non. Mais non, bref, c'est- sur ce, Oui. on va conclure. Fait que merci beaucoup d'être venu. Ben, ça C'était fait plaisir. super intéressant. Merci de Puis, m'avoir eu avec vous autres. Si jamais pour les auditeurs, vous êtes intéressant de savoir plus, on va vous mettre plein de références. Ouais, puis, que tu en as ben, fourni 3 pages de références. Ouais. Fait qu'on va en inclure. Puis si jamais vous seriez intéressé à réentendre Maude, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas parlé. Tellement. Tellement de Vous choses. pouvez toujours nous le faire savoir. On pourrait peut-être refaire une partie 2 éventuellement. Ouais. Partie 2, 3, Parce 4, 5. que, comme avec, avec ta collègue aussi là, qui travaille. Ben oui, avec tu sais. Myriam, Ouais. elle est quand même très Fait que, impliquée. on Ouais. s'en reparlera. Oui. Fait Puis à que- la limite, vous pouvez mettre aussi mon adresse courriel, là, vous l'avez. Fait que s'ils veulent Ouais, m'écrire, si on a poser des des questions. questions. Certainement. Si j'ai pas la réponse, je vais vous mettre en lien avec mon directeur parce que j'ai pas toutes les réponses. là. Fait que, on te souhaite un bon début de doc. Merci. Ben, Puis, bonne poursuite à vous aussi. Merci. On remercie encore le Stella d'avoir... Yes, merci au Présenter Stella. Merci à l'épisode. Steve d'avoir répondu aussi rapidement. Oui. Fait qu'on te souhaite une belle journée, chers auditeurs, et on se revoit pour un prochain épisode. Yes. Bye. Bye. Bye!